du Congo, tous auraient eu recours au service de la société privée Avisa Partners. Qui est derrière cette société? Y a-t-il eu manipulation de l'information? Pour en parler, nous recevons Antione Rouget, journaliste à Mediapart, le site d'information français qui publie cette enquête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avisa Partners, c'est donc le nom de cette entreprise privée, celle que vous citez dans votre enquête. Quels sont ses domaines d'intervention? Alors c'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale et qui travaille. C'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisé pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc., alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. Alors justement, les petites mains, on y reviendra un peu plus tard, mais de quelle façon cette société a-t-elle manipulé des informations comme vous l'affirmez dans votre enquête? Donc cette société, d'abord il faut savoir que c'est une société qui est peu connue du grand public, mais qui en revanche dans le milieu du renseignement est extrêmement bien cotée, réputée. Elle a recruté beaucoup de figures de la diplomatie française ou des services de renseignement une fois qu'ils ont quitté leur fonction au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Et donc elle a pu bénéficier ainsi d'un certain nombre de contrats à la fois avec des grandes sociétés françaises, des multinationales et des dirigeants et des États extrêmement importants. Donc elle a une assise en termes de clientèle et grâce aux témoignages notamment de personnes qui sont à l'intérieur, on a découvert que l'une des missions de cette société, c'était de créer des faux contenus, donc c'est-à-dire avec des signatures qui ne correspondaient pas à des identités réelles, avec des articles parfois infondés, avec des informations qui n'étaient pas sourcées, pas vérifiées, etc., et qui avaient vocation à influer sur l'opinion d'un certain nombre d'événements, notamment dans des pays étrangers. Parce que l'une des questions qu'on se pose évidemment à travers cette enquête, c'est de savoir quel était le degré de connaissance des clients finaux des différentes pratiques développées par Avisa Partners. C'est une chose de faire appel à cette agence pour gérer son image et la réputation du personnel politique ou d'un régime en place. C'est autre chose que de cautionner des pratiques visant à diffuser des intox dans la presse francophone, et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partners depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa et le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Donc voilà le village de notre patron. Voilà. Hein? Bienvenue à l'Afopoka. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Après toutes ces années d'absence, aujourd'hui, vous êtes sur la terre de l'Afopoka. Quel sentiment tu Bon, écoute, d'abord, sentiment de joie. Tout ça, nous venons rendre vraiment un hommage très mérité à notre leader. Voilà, donc on est tous contents de se retrouver dans son village comme d'habitude, parce que chaque année, on se retrouvait là, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Donc les amis, voilà, nous sommes voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Par exemple, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est fâché, il fait un coup d'État. Paul-Henri Damiba est fâché, il fait un coup d'État.
Blaise Compaoré est fâché, il fait un coup d'État. Thomas Sankara est fâché, il fait un coup d'État. Jean-Baptiste Ouedraogo est fâché, il fait un coup d'État. Lamizana est fâché, il fait un coup d'État. Saïd Zebo est fâché, il fait un coup d'État. Même le père de la nation, Maurice Yameyogo, n'a pas été épargné. La clé, c'est la loi. La loi doit être générale et impersonnelle. Comme je le disais tantôt, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il existe un Malien, un Burkinabé ou un Nigérien qui pense que la loi doit être taillée sur mesure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il doit y avoir des Maliens supérieurs et des Maliens inférieurs, ou des Burkinabés supérieurs ou des Burkinabés inférieurs. C'est évident. Donc, que ce soit un acteur unilatéral qu'est la Côte d'Ivoire, que ce soit une institution sous-régionale qu'est la CEDEAO, que ce soit un pays occidental comme la France, le Burkina, selon ses dits, est disposé à collaborer. Donc, lorsque on veut avoir une disposition de collaboration, il faut faciliter les intentions de collaboration. Et les intentions de collaboration se facilitent par le discours qui est respectueux de part et d'autre de la frontière. En politique extérieure, on ne cherche jamais à collaborer avec un autre acteur si cet acteur-là touche à la dignité et la sève qui représente la dignité et la représentativité, souvent des chefs d'État qui sont des institutions. L'une des plus grosses ruptures par rapport aux analystes avec les pays de l'AES au principe démocratique, c'est quelque chose qui est assez sacré, qui a longtemps été réclamé et qui maintenant obtenu ne peut pas être balayé du revers de la main. Après, le plus gros problème en réalité, c'est la volonté de faire passer le contenu pour le contenant. Sinon, si on rentre dans le fond, de manière fondamentale, aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique, précisément ceux de l'Afrique de l'Ouest, sont pour le modèle démocratique. Parce que la démocratie, ils prennent généralement le concept pour pouvoir rattraper une partie de la non-égalité du pouvoir, pour avoir un certain assentiment populaire. Sinon, dans les faits, c'est quelque chose qui est assez indétrônable. Pourquoi? Il y a deux éléments qu'il sera très difficile pour nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger de nier. La première chose, c'est que historiquement, les pays de l'Afrique de l'Ouest aussi ont toujours emboîté un processus démocratique. Quand par exemple on prend la charte de Kouroukanfounga, que le capitaine Lume a mentionné, c'est 712 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est des éléments qui existaient déjà. Et le plus gros problème, c'est en fait l'analyse parallèle. Lorsque généralement ces dirigeants-là parlent, ils vont prendre par exemple des pays comme la Libye, etc. Prendre en fait un certain nombre de raccourcis. Mais pour moi, cette question-là, il faut revenir à ce qui est assez fondamental. D'abord la démocratie, d'abord même par rapport à sa définition étymologique, Demos Kratos, pouvoir au peuple, je ne pense pas qu'aujourd'hui les Burkinabés pensent autrement que le pouvoir doit être au peuple. Donc si on est d'accord que le pouvoir est au peuple, cela nécessite que le processus de désignation des dirigeants passe par le peuple. Donc tout leader qui viole le peuple par un processus de désignation autre que les unes n'est plus d'un modèle démocratique. Et je ne pense pas que c'est ce que les populations ouest-africaines veulent. La conséquence de cet événement, c'est qu'on rentre dans une légèreté cyclique qui donne beaucoup de coups d'État et qui retarde les pays. Par exemple, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est fâché, il fait un coup d'État. Paul-Henri Damiba est fâché, il fait un coup d'État. Blaise Compaoré est fâché, il fait un coup d'État. Thomas Sankara est fâché, il fait un coup d'État. Jean-Baptiste Ouedraogo est fâché, il fait un coup d'État. Lamizana est fâché, il fait un coup d'État. Saïd Zebo est fâché, il fait un coup d'État. Même le père de la nation, Maurice Yameyogo, n'a pas été épargné. Donc on commence à créer un discours qui nous fait prendre beaucoup de retard dans le processus de développement des peuples. La deuxième conséquence, c'est par rapport aux critères de la démocratie. Les critères de la démocratie, avant même de parler des critères, la clé, c'est la loi. La loi doit être générale et impersonnelle. Comme je le disais tantôt, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il existe un Malien, un Burkinabé ou un Nigérien qui pense que la loi doit être taillée sur mesure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il doit y avoir des Maliens supérieurs et des Maliens inférieurs, ou des Burkinabés supérieurs ou des Burkinabés inférieurs. C'est évident. Quand on épouse la démocratie, on épouse le modèle de la loi qui est censé être général et impersonnel. Quand on viole la démocratie, on se retrouve dans un état où finalement, par exemple au Burkina, c'est plus la loi, mais c'est la loi, c'est plus la loi, mais c'est sa loi. Parce qu'il y a une grande différence. La loi, c'est l'ensemble des normes juridiques qui encadrent la cité. Donc, quand vous venez d'un processus où vous violez la loi pour installer une autre loi qui n'est pas la loi fondamentale juridique qui encadre la cité. Donc, quand vous venez d'un processus où vous violez la loi pour installer une autre loi qui n'est pas la loi fondamentale, en violant les mécanismes de changement de la loi, ce n'est plus la loi, c'est votre loi. Donc, vous êtes dans un pays où en réalité, il n'y a plus de loi. Parce que la loi est consciente que tout bouge, tout évolue, tout est dynamique. Donc la loi met en son sein un processus légal de modifier, rafistoler, améliorer en fonction des enjeux contemporains. Et lorsqu'on balaye tout ça du revers de la main et on crée une loi assez légère par rapport à quelque chose d'assez léger, ça crée beaucoup de coups d'État sur des décennies et ça retarde les nations. D'accord. Oui, naturellement, c'est ce que je disais. Dans le processus d'accession au pouvoir,
lorsqu'on a un biais au niveau de la légalité, il faut partir capter ce biais-là dans une autre lucane qui permet de légitimer le pouvoir sur une bonne période. Et l'un des éléments qui arrive à le faire de manière majeure et très prononcée, c'est le président Alassane Ouattara par rapport à ce qu'il représente personnellement et par rapport à ce que la Côte d'Ivoire représente. Donc, on ne cherche pas forcément la vérité parce que vous voyez à chaque fois même, lorsqu'il y a des accusations venant des pays de l'AES, selon lesquelles la Côte d'Ivoire déstabilise, il n'y a jamais eu de preuves. Et à titre personnel, c'est quelque chose qui est assez dommage parce que il faut commencer à désarmer le discours. Il faut commencer à faire preuve un peu plus de sagesse. On lui a demandé s'il y avait un début de désescalade. Il a dit non, que la désescalade devrait commencer par la Côte d'Ivoire qui lui est, semble-t-il, hostile. Non, bon, c'est ce qu'il faut éviter justement parce que les peuples sont obligés de collaborer, les pays sont obligés de collaborer. Je pense que pour Ibrahim Traoré, le plus important, c'est le peuple du Burkina. Et pour, par exemple, le président de la République, le plus important de Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'on conçoit déjà que dans mon processus de pouvoir transformer les besoins et aspirations des Burkinabés en politique publique qui va se transformer en bonheur et améliorer leur vie et leur mieux-être, la Côte d'Ivoire est un acteur qui peut nous aider sur des secteurs stratégiques par rapport à l'énergie, par rapport à la collaboration. Il faut être un peu plus humble dans la posture, de part et d'autre. Et vous allez voir que hier, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étaient ensemble dans la CEDEAO, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais malgré cela, il y a un minimum de collaboration qu'il faut avoir. Donc, les exigences aussi de part et d'autre, c'est que le Burkina ne doit pas arbitrer des acteurs qui peuvent être une menace pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi ne doit pas abriter des acteurs qui peuvent être une menace pour le Burkina. Donc si cela doit se faire, il faut qu'on puisse se respecter. Et c'est un élément sur lequel il a beaucoup insisté. Il dit que pour lui, ce sont les Burkinabés d'abord qui doivent partir au front, parce qu'ils ne sont pas des sous-hommes. Et il a précisé à plusieurs reprises que le Burkina n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Il a même dit que même si la France veut collaborer sur des secteurs stratégiques, ils sont preneurs. Mais pourvu qu'on puisse négocier 50 à 50-50. Donc que ce soit un acteur unilatéral qu'est la Côte d'Ivoire, que ce soit une institution sous-régionale qu'est la CEDEAO, que ce soit un pays occidental comme la France, le Burkina, selon ses dits, est disposé à collaborer. Donc lorsqu'on veut avoir une disposition de collaboration, il faut faciliter les intentions de collaboration. Et les intentions de collaboration se facilitent par le discours qui est respectueux de part et d'autre de la frontière. En politique extérieure, on ne cherche jamais à collaborer avec un autre acteur si cet acteur-là touche à la dignité et la sève qui représente la dignité et la représentativité, souvent des chefs d'État qui sont des institutions. Donc c'est quelque chose qui est inutile, c'est quelque chose qui est à éviter parce que actuellement nous sommes dans des négociations par rapport à la CEDEAO et à l'AES où chacun des camps va gagner par rapport à la protection, par rapport au terrorisme, par rapport à la lutte sécuritaire et par rapport à des enjeux qui demeurent dans le cadre même de l'UEMOA et dans le cadre d'autres organisations sous-régionales.